ضرب وحده من هي وحده من هي وحده من الوسط. Indications sur les espèces potentielles et les technologies d'élevage appropriées. Et finalement, c'est l'étude d'impact sur l'environnement. Alors, par rapport à du projet sur l'environnement, en vue de proposer les mesures de prévention et d'atténuation nécessaires pour maîtriser le plan d'aménagement dans la durabilité. Il y a toute la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement, comprenant toute la procédure de l'enquête publique qui a été réalisée. Donc d'où le temps considérable alloué à la réalisation de ce plan d'aménagement. En parlant de l'analyse de l'information collectée, donc, il était précisé que le système d'information géographique, c'est un outil incontournable de planification donc, qui est exploité tout au long de l'élaboration du plan d'aménagement, donc qui facilite l'analyse de l'information et la prise de décision. Alors, par rapport aux étapes opérationnelles de planification, donc, elles se déclinent en 4 principales phases. Donc c'est une démarche, donc il s'agit de collecter toutes les informations sur les caractéristiques environnementales de la lagune, donc afin d'identifier les espaces propices sur le plan environnemental. Par la suite, tenir compte de la dimension occupation spatiale, donc lors de la délimitation de ces espaces. Donc, ainsi, la première délimitation est affinée et réajustée sur la base des considérations liées à l'occupation actuelle et future de l'espace. La troisième étape, donc c'est l'étape environnementaux ont été étudiées, que ce soit en lien avec les conditions climatiques, les conditions océanographiques, donc dans la bathymétrie, la courantologie, etc. Consacré à la conchiliculture représente, si je ne me trompe pas, 27%, alors que 75% vers l'algoculture. Ce choix-là, il est basé sur quoi? Quels sont les critères principaux qui vous permettent de faire ce choix? Donc là, concernant la première question, pas question, c'est juste une observation, une curiosité. Concernant la conchiliculture, vous avez mentionné 3 espèces, la moule, d'accord, palourde et les huîtres. Parmi ces 3, est-ce qu'il y a une priorité? Quelles sont les espèces cibles préférées, on va dire, qui vont avoir plus de chances? J'imagine les moules, hein, la mytiliculture, hein, je crois, hein, la ligne prioritaire. Parce que les huîtres et les palourdes, que je sache, je ne sais pas si je me trompe, hein, donc le littoral dans un contexte international très bref, et puis dans un contexte méditerranéen, quelques chiffres, puis présenter la gestion intégrée des zones côtières comme outil de développement durable, présenter le littoral dans un contexte marocain très bref, parce que ça a été présenté hier, et puis quelques expériences GIS au Maroc, et je finirai par une conclusion. Donc, comme vous le savez, le littoral constitue un espace porteur d'enjeux économiques et écologiques très importants. Ces enjeux ont favorisé depuis plusieurs années le déplacement de la population vers ces côtes, et ce, suite aux services écosystémiques offerts par ces littoraux, tels que le tourisme, les sports nautiques, la pêche, l'aquaculture, etc. Donc, la concentration des populations sur le littoral, il a été accompagnée par des problèmes liés à la dégradation de l'environnement, notamment le rejet des eaux usées non traitées, le rejet des eaux industrielles non traitées, les déchets solides, et aussi des problèmes liés à des multiples conflits d'usage. Et donc, et en plus de ça, il y a les effets des changements climatiques sur le littoral qui sont manifestés soit par l'érosion ou la submersion marine.
Donc, afin de garantir le développement durable du littoral, de nombreuses initiatives et recommandations en faveur de la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières ont vu le jour sous l'impulsion des organisations internationales qui ont défini les principes. Réussite atteinte suite à des efforts considérables après plusieurs années d'études et de formation dans une université dont la renommée mondiale est connue par tous. Et donc, Dr Sarah anime cette conférence, comme j'ai dit, sur l'intelligence artificielle. Je lui cite tout de suite la parole en lui demandant de faire une conférence sur une durée maximum de 30 minutes. Donc, aujourd'hui, je vais parler de l'IA et du deep learning, donc un moteur de progrès dans des applications d'observation de la Terre. Alors, tout d'abord, commençons par des généralités. Qu'est-ce que l'IA? Donc, je suis consciente que plusieurs d'entre vous ne connaissent pas forcément l'intelligence artificielle, d'autres peut-être connaissent des généralités, ou d'autres sont peut-être plus spécialisés. Donc, aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus clair possible, de ne pas rentrer dans des détails techniques qui peuvent être lourds et fastidieux, mais plutôt de prendre le recul sur l'intelligence artificielle et notamment sur des applications liées à la télédétection et à l'observation de la Terre. Donc, première définition, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Ça désigne la science qui consiste à programmer des machines, donc nous, humains, on va programmer des machines, non seulement à analyser des données, mais aussi à apprendre d'elles-mêmes, à prendre des décisions, comme pourrait le faire un humain avec son expertise et son intelligence. Et l'IA, comme vous le savez tous, elle est utilisée dans plusieurs domaines, donc c'est une IA multidisciplinaire qui, avec l'émergence des données, donc du big data, il y a eu beaucoup de modèles qui ont été utilisés, que ce soit pour l'agriculture intelligente, donc pour permettre aux agriculteurs d'améliorer leur rendement, les voitures autonomes, la reconnaissance faciale sur nos smartphones par exemple, ou encore les systèmes de recommandation que l'on peut trouver dans les sites quand on effectue des achats par exemple sur Internet. Il y a peut-être une relation parce qu'il y a des failles peut-être. Il y a la faille principale et la faille satellite. Ou ce qu'il y a, ce que j'avais oublié tout à l'heure, parce que lorsqu'on sera à proximité de sources de chalet, vous avez là des sources, si vous voulez, des nappes superposées. Et il y a un monsieur qui a creusé dans la nappe phréatique entre 30 à 40 mètres, c'est de l'eau douce, à 2 mètres, à 5 mètres plutôt, pour ne pas exagérer, à 5 mètres, et la forêt à 180 mètres. C'est l'eau pratiquement, ils ne sont pas hydrothermales, mais ils sont chargés en soufre et en fer. Et ce qui est un peu bizarre, il n'y a pas de contamination. C'est-à-dire, si c'était des nappes captives en bas et la nappe phréatique en haut, normalement, lorsqu'on creuse, l'eau qui est en haut. Mustafa et ses collègues, organisateurs de toute l'équipe, bien sûr. Et il y a un chef qui a quitté le travail, qui a cette organisation. On n'est jamais arrivé à organiser un congrès de 4 jours dans n'importe quel établissement universitaire, surtout à cette période-là, la fin de l'année universitaire, la chaleur, etc. Et aussi pour chercher de sponsorer, pour chercher le budget, chercher des partenaires pour aider à réaliser tout ce qu'on vient de faire et ce qu'on va faire aussi dans l'exécution. D'être parmi vous, d'abord de retrouver d'anciens amis, et puis aussi de m'assurer qu'il y a la relève. Et ça c'est très important parce que à travers les exposés que j'ai eu l'occasion de voir, je vois qu'il y a un enthousiasme des jeunes doctorants qui nous permettent vraiment d'être contents pour le futur. Je pense que le relais sera là et avec fierté. Je voudrais également remercier de fond du cœur les organisateurs parce que c'est pas évident d'organiser une telle réunion avec un peu plus de 150 personnes. Félicitations.
Alors je lui demande